war. We're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Of August 1941, the Atlantic Charter was issued by US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill. More than 3 months before the Japanese attack on Pearl Harbor, the leaders of the United States and Great Britain met aboard the ships in Placentia Bay off the coast of Newfoundland. Codenamed Riviera, the Atlantic Conference was the first time the two men had met as leaders of their respective countries, and resulted in 8 common principles that the nations would uphold in the post-war world. First among these was an agreement that neither country would seek to expand its territory in the aftermath of the war, and that they would help to re-establish borders in accordance with the will of the people living in those areas. Most importantly for the direction of future world politics, however, the published charter was widely accepted by the Allied nations and consequently laid the foundations for the modern United Nations organisation. The home of Britain's spy network has allowed cameras behind the scenes for the very first time. These pictures show the 24-hour operations centre inside GCHQ, which stands for Government Communications Headquarters. Inside this building, teams monitor events around the world and flag up anything that could be investigated. GCHQ operates this way because they claim the threats we face are devised in a secret way, so methods used to combat them must also be developed in secret. The current UK threat level is at severe. GCHQ has supplied intelligence to the military since 1914 and deploys staff to war zones. It was an unprecedented grab of personal data. Tonight, this programme can reveal that one of the UK's largest communications firms not only handed over its own information to GCHQ, but also allowed access to the internet traffic of another telecoms company, passing on the data of millions of computer users worldwide. Just weeks ago, the head of the government's intelligence agency called for greater cooperation from the tech companies. But new documents revealed by the whistleblower Edward Snowden and seen by Channel 4 News in a joint investigation with the German broadcaster WRD show that GCHQ worked intimately with Cable and Wireless, now owned by Vodafone. The company helped the spies gain access to critical infrastructure operated by an Indian company. Paul Mason has this exclusive report.
Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 27 février 2024. Aujourd'hui, entre 5 yeux, Between Five Eyes, 50 Years of Intelligence Sharing, 50 ans de partage d'informations, par Anthony R. Wells, avec une préface de l'amiral Lord West of Spithead, GCB DSCPC. Ça, c'est ses titres en passant. Donc, le gars, est allé chercher une grosse préface. Donc, aujourd'hui, on parle du nouvel ordre mondial, les traités derrière la nouvelle confédération carthaginoise du 20e et du 21e siècle, l'Empire des Five Eyes. Qu'est-ce que cette special relationship cette relation spéciale qui, dans le fond, a fondé ce cartel d'informations-là. Petit cours sur les différents designs des agences de renseignement dans les Five Eyes. Quelle est la mission des Five Eyes? Une mission qui a évolué. Où avait réellement lieu la guerre froide? Les changements politiques de la gauche des années 60-70, qui a encore une fois eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, le marasme de nos marines présentement, directement le résultat de 50 ans de gauchisme dans la marine. L'effondrement du régime soviétique et son impact idéologique / opérationnel / politique dans cet empire des Five Eyes, ce cartel carthaginois. Le 11 septembre 2001, l'événement fondateur du régime technocratique actuel. Donc, c'est un peu la nouvelle opération pour continuer ce monopole de renseignements, de militaires, d'industriels, de politiciens qui sont contrôlés par le complexe militaro-industriel américain, cette machine à faire des guerres qu'on appelle la CIA. Donc, qui est Anthony R. Wells? Premièrement, ce n'est pas un agent qui est issu de la CIA. Ah, c'est intéressant. C'est un marin britannique à l'origine. Donc, il y a premièrement un détachement de binational envers les Américains, donc il est un petit peu plus objectif que la moyenne, donc moins néoconservateur, moins vote en guerre, mais il l'est quand même. Il est totanien, il y a des préjugés gauchistes. Je suis pas rendu à la fin, je sais pas encore s'il est anti-trumpiste. Dans tous les cas, le livre a été écrit en 2020, donc il y a des informations intéressantes. Donc, Anthony R. Wells, il a fait tout. Il a fait tout. C'est un opérateur qui a tout fait des deux côtés. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, ça veut dire qu'il a participé à des déploiements dans la marine, des déploiements dans le renseignement, des déploiements dans le contre-espionnage, des déploiements probablement dans les opérations clandestines aussi. Il a fait ça des deux côtés de l'Atlantique. Il a fait ça même aussi en Asie du Sud-Est. Il a tout fait. Il a tout fait. Donc, le gars, il a beaucoup d'expérience. Il partage pas toutes les infos. Il y a plein de... Il y a au moins 3-4 moments, il a dit « J'ai eu accès à des infos, je peux pas en parler, c'est encore confidentiel. » Pourquoi t'en parles? En tout cas, c'est intéressant. Je vous rappelle, les gens à la maison, oui, très intéressant. Si vous n'avez pas sorti 5$ par mois pour voir le podcast au complet, vous avez accès seulement à la version gratuite. Donc, pour m'aider à poursuivre mon travail, très important de venir sur mon site web yannrochdy.com. Vous allez avoir accès aux versions non censurées du podcast, parce que je vous rappelle que le podcast Mission Viriliste et la dénazification du 23 février a été censuré sur YouTube. Donc, YouTube, Google ne veut pas que le tsar Vladimir Vladimirovitch Poutine Ier ait une parole publique. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit. C'est de la désinformation. Donc, je ne peux même pas contester
la décision de YouTube, la vidéo a juste disparu des internets. Ensuite de ça, vous pouvez aussi vous abonner sur mon infolette Substack qui est gratuite, mais vous pouvez aussi faire les paiements à partir de ça. Si vous vous abonnez en payant, je vais vous donner accès à mon site web en même temps. Vous pouvez envoyer des dons via Give-Send-Go. La révolution culturelle avec Yann Rochdy. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube, malgré qu'évidemment, il y a toujours des extraits qui manquent, qui sont censurés. Vous avez juste à cliquer sur le bouton se joindre ici à côté de mon logo. Et merci aux patriciens qui rendent ce travail possible. Est-ce que j'ai des patriciens à remercier? Maxime Saunier, 10$. Jean Rouillard, Jeannot Lavoie, Tommy, qui, la semaine passée, ont été qui ont été présents, fidèles au poste et au combat. Donc. Je vais faire aussi un primer de Situational Awareness. Je pense que je vais le faire dans un autre petit podcast, genre 15 minutes, une demi-heure, 20 livres. Excusez-moi. Comme sur le bord d'éternuer. En tout cas, 20 livres à lire pour commencer à comprendre comment que ça fonctionne la guerre au 21e siècle. Je me suis dit que si je passe à travers dans ce podcast-ci, je me rajoute une demi-heure. Donc, Anthony R. Wells est un petit homme gris formé à tous les niveaux de l'état profond militaire. Donc, c'est un militaire d'origine, marine britannique, binational. Il est devenu américain dans les années 80-90. C'est un vendu de l'OTAN des Five Eyes. Il est russophobe, sinophobe. Il aime pas les Chinois, il aime pas les Russes. On va voir pourquoi il n'aime pas les Russes, surtout aujourd'hui. C'est un anticonservateur, donc il y a au moins 2 moments où il va critiquer les conservateurs dans le livre. N'aime pas les politiciens. Ah, ça c'est bon signe. Il n'aime pas les politiciens, les fonctionnaires qui n'ont pas de formation terrain. Donc ça c'est la première critique qui vient tout le temps des gens qui sont dans l'état profond, qui sont des opérateurs, qui nous défendent. Ces gens-là nous défendent. Il y en a peut-être, moi je dirais, entre 10 et 30% des fonctionnaires des agences de renseignement qui sont efficaces, sont bons, moralement fiables, vont prendre des bonnes décisions, font ça, ils se sacrifient pour leur pays. Le reste, à peu près 2/3 grossièrement, sont pas bons, sont corruptibles, sont group thinking. Vous voyez le genre, là. Ça, c'est ma critique personnelle. Il a l'air d'être d'accord avec moi, en tout cas. Donc, je pense que je suis rendu à au moins 3 ou 4 critiques à la moitié du livre de ces fonctionnaires, ces bureaucrates, ces administrateurs, ces politiciens qui n'ont pas jamais été déployés sur le terrain comme un opérateur de quelconque manière. Tu prends des mauvaises décisions quand tu sais pas comment ça fonctionne. En tout cas. Il critique plusieurs administrations successives dès les années 60, 70, 80, 90. Il arrête pas. Donc, à travers mes recensions sur la géopolitique, la diplomatie, le monde cyber, la logistique, la guerre 5e génération, on a vu plusieurs aspects de la réalité cyberpunk actuelle. Donc, on a vu comment le département de la justice américain, la CIA, le FBI ont une influence politique, géopolitique, internationale, globale. On a parlé des GAFA, donc ça, c'est les alliés de cet état profond-là. Ils ont été donc cooptés, un peu comme un Marshall qui fédéralise des citoyens. Ils ont été donc embrigadés dans l'état profond.
J'ai parlé souvent de l'armée, j'ai parlé de l'agenda biosécuritaire et des pharmaceutiques, la médecine magique, c'est comme ça que j'ai appelé ça. J'ai parlé beaucoup des corpos, le monde corpo cyberpunk, la propagande média, la finance. Je vais avoir un podcast qui va arriver sur les banques centrales, Bank of International Settlement en Europe, en Suisse, me semble que c'est là qu'elle est. J'ai parlé de l'angle academia, du crime organisé, la logistique, l'énergie, les mines. Tout ça géré par l'État profond, qui est un empire qui cherche à devenir globalisé à travers leur histoire de Organisation mondiale de la santé, blablabla. Bla, bla, bla. Ça marche pas en passant, là, j'arrête pas de le dire. Mais, à travers tout ça, le militaire, le corpo, le média, l'académique, le renseignement, à tous les coups, je vous ai souvent dit, attention, que ce soit chez les drones, les satellites, le renseignement, il y a toujours une moitié CIA, puis une moitié armée. Et dans cette moitié armée, il y a encore plus caché de l'armée, tu as la marine, qui est en dessous de l'armée aux États-Unis. Les services de renseignement de la marine, les opérations spéciales clandestines de la marine sont encore plus secrètes. Et là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les opérations les plus secrètes du nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial débute au centre de la page couverture, le quartier général du Government Communication Headquarters, GCHQ, où se rassemble cette élite de technocrates, d'opérateurs, d'espions qui, dans le fond, nous gouvernent de manière occulte. Hein? Parce qu'ils ont tellement, ils ont beaucoup d'influence, ils ont une influence sur toute notre vie. Notre sécurité, notre monnaie, l'accès à l'énergie, l'accès au marché, la finance, la possibilité de faire des lois. Ils ont accès à tout ça. Mais personne est capable d'engager la discussion avec eux au niveau politique. Et on va voir pourquoi aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, il manquait le plus important. L'Empire ottanien est un empire maritime. Allumé. Donc, comme Charles Gave, il dit, ça c'est bon. C'est Charles Gave, là, Institut des libertés, c'est mon grand-père que j'aurais aimé avoir. Charles Gave, il explique des choses compliquées de manière très simple. Et j'adore ça. Lui, il sépare le monde. Une de ses analogies, c'est il sépare le monde entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Donc, les hommes des arbres, c'est les gens qui sont ancrés dans le territoire. Par exemple, les nations patriarcales de l'axe Pékin-Bagdad-Ouagadougou, donc de l'Asie jusqu'au Moyen-Orient et jusqu'à l'Afrique. Ça, c'est l'axe où il y a beaucoup plus d'hommes des arbres que d'autres choses. Et les hommes des bateaux, c'est nous autres. Les hommes des bateaux, c'est les chrétiens, les peuples européens qui ont utilisé les bateaux pour s'étendre partout et créer des colonies un peu partout sur la planète depuis plusieurs siècles. Donc, l'Empire ottanien, l'Empire des Five Eyes, c'était dans le fond Rome qui a décidé, à travers les deux guerres mondiales, de se transformer en Carthage. Donc, plutôt qu'avoir une seule république, on a décidé de fonder une confédération avec un conseil militaire occulte, des traités secrets, diplomatiques, qui ont des portées constitutionnelles. Donc, les peuples qui adhèrent à cette confédération ottanienne / Five Eyes ont sublimé leur souveraineté à celle de l'Alliance britannique-américaine. Le fameux BRUSA.
traité qui est devenu plus tard UK-USA. Donc, nous allons faire l'histoire moderne de Carthage, la nouvelle Carthage de 2024, qui a débuté, je vous rappelle, après la Deuxième Guerre mondiale. De 1968 à 2018, ça c'est l'histoire du livre qui est rapporté par Anthony R. Wells. Donc 50 ans d'histoire d'une confédération qui se présente et s'autodétermine comme le nouvel ordre mondial, le podcast d'aujourd'hui. Donc de 1947 à 1968, ça c'est la fondation. C'est pas un livre sur la fondation, malgré qu'il en parle rapidement. Mais donc, ça, la première partie de la chronologie, 47 à 68, la fondation de ces traités et ces institutions qui nous gouvernent de manière occulte. Donc, 47, on fonde la CIA pour combattre le communisme à l'échelle internationale globale. Ensuite de ça, de 47 à 68, c'est flou. Il y a des combats. Le communisme devient donc la nouvelle cible prioritaire des Otaniens. Parce que l'OTAN, à la base, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez vu dans le montage, les films qui ont été faits, c'est à peu près toutes des vraies histoires qui ont été modifiées, scénarisées à Hollywood. On va voir pourquoi, mais en tout cas. Donc, de 47 à 68, c'est la fondation. Et pendant cette fondation de l'État profond de l'Empire des Five Eyes, on a eu la première guerre civile clandestine au sein de l'Empire des Five Eyes. Donc, à travers le mouvement anti-guerre Vietnam, c'est ce qui a vraiment pas terrorisé, mais qui a traumatisé les fonctionnaires de l'État profond à cette époque-là. Le mouvement anti-guerre qui a fait reculer la guerre au Vietnam. Ensuite de ça, tu as eu la baie des cochons qui a raté, JFK qui veut pas partir de nouvelle guerre, assassiné 2 ans plus tard, après la guerre des missiles, la crise des missiles cubains. Donc, de 63 à 1980, on a une forte opposition et de la gauche et de la droite partout pour, dans le fond, saboter cette construction de l'État profond. Donc, pendant la fondation, il y a cette guerre clandestine. Ça se termine à l'époque Thatcher-Reagan. Tout le monde rendu à cette époque-là, 80, devient idéologiquement un partisan de ce modèle de l'État profond. Donc, de 80 à 2016, il n'y a pas d'opposition au sein de cet appareil de concentration du pouvoir au sein de cette élite technocratique et oligarchique. Donc, la guerre civile clandestine reprend en 2016 avec l'élection de Trump et le Brexit, qui sont dans le fond des politiques, des tribuns, des politiques qui ont été issus de tribuns de la plèbe. C'est la plèbe qui a décidé « Hey, on veut avoir notre souveraineté au Royaume-Uni. Hey, on a besoin de réaffirmer notre souveraineté américaine, la suprématie du peuple américain sur la politique étrangère des États-Unis. » Donc ça, c'est ce qui est arrivé en 2016. Donc on parle donc ici de la souveraineté à son mode fondamental. C'est quoi les Five Eyes? C'est une alliance de sécurité. C'est la pyramide de Maslow. À la base, c'est la sécurité physique. Le pouvoir de contrôler ses frontières, occuper son territoire, assurer l'ordre, le bien public, la confiance, la sécurité pour permettre la prospérité. C'est ça que les pères fondateurs disaient dans les Federalist Papers que j'ai vus avec vous la semaine passée et la semaine d'avant.
Si votre armée ne contrôle pas vos terres, encore une fois, ça c'est une citation de Charles Gave, si votre armée ne contrôle pas vos terres, c'est votre voisin qui contrôle vos frontières. Donc, revenons à une discussion plus historique, de contexte historique. Parlons de sciences politiques selon Jean Bodin. Jean Bodin, qui a écrit les six livres de la République. Lui a écrit ça au 16e siècle. Donc, lui a parlé, dans les premiers auteurs, a parlé de la souveraineté. Il a écrit 6 livres là-dessus. À l'époque, les livres, c'était à peu près 30 à 50 pages. Donc, 6 livres, c'est à peu près un livre. Aujourd'hui. Donc, lui, dans son livre, qui est évidemment d'inspiration pro-absolutisme français à cette époque-là, mais il y a il y a un passage très intéressant dans le livre. Je pense que c'est dans le livre 2. 2 ou 3. Les 6 degrés de dépendance selon Jean Bodin. Donc, évidemment, tu as le prince absolu qui, lui, a donc le pouvoir de faire des lois et appliquer les lois. Il a le contrôle de la monnaie, des finances. Et il y a le contrôle de la milice, du sceau, tout ça. Tout est, ça, c'est les gros pouvoirs régaliens qu'on va dire. Le prince absolu. Sous le prince absolu, tu as des modes intérimaires de souveraineté. Donc, c'est ce qui arrive quand un prince n'a pas totalement le contrôle de sa monnaie, de son territoire, de son armée, de ses lois. Donc, le premier degré de dépendance face à l'empire technocratique des Five Eyes, qui n'est pas un prince en passant, c'est plus un genre de cartel slash une assemblée ou un conseil oligarchique. C'est ça un peu qui nous gouverne. Donc, le premier degré de dépendance, ça serait un prince tributaire aux Five Eyes. C'est qui ça, un prince tributaire? Donc, c'est un prince qui a totalement le contrôle des pouvoirs que j'ai décrits, mais il est obligé de verser des tributs à l'Empire ottanien / les Five Eyes. Donc ça serait les monarchies du Golfe, les pétromonarchies. Pendant ce temps, pendant de l'époque des années 60 à 2022-2023, ces pays-là étaient obligés de payer un tribut à la réserve fédérale américaine parce que pour acheter et vendre le pétrole, on devait utiliser l'argent, le dollar américain. Donc, ce transfert de fonds permettait de créer le pétrodollar. Et ce pétrodollar, c'est un versement annuel de tribut à l'empire ottanien / des Five Eyes. C'est rien d'autre que ça. Donc, les pétromonarchies, c'est le premier degré de dépendance. Deuxième degré de dépendance, le prince sous protection. Ou autre manière d'acheter un tribut, c'est évidemment on forçait ces monarchies-là à acheter des armes construites par l'OTAN. Donc, deuxième degré de dépendance, c'est le prince sous protection. Le prince sous protection, ça, on a deux manières. Tu peux être un gouvernement en exil, donc de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième manière, c'est assez simple. Si tu renonces à défendre ton territoire, comme la quasi-totalité des États-nations européens après la Deuxième Guerre mondiale, tu deviens d'office un prince sous protection, donc sous la dépendance totale américaine. Donc, les Français
n'étaient pas des princes, les gouvernements français, les présidents français n'étaient pas des princes sous protection post-Deuxième Guerre mondiale. C'est après De Gaulle, après Mitterrand, autour de Mitterrand, non, c'est en fait l'abandon total, ça a commencé à Mitterrand, mais c'est vraiment Macron qui a cimenté ça à travers ses deals sur les turbines Arabelle des réacteurs nucléaires, l'entretien des réacteurs nucléaires français. Il a totalement abandonné la souveraineté des Français à l'OTAN. Et là, en plus, il est en train de brader les ressources de l'armée française pour les donner à l'Union européenne pour qu'il crée une souveraineté militaire européenne, ce qui ne fonctionnera pas en passant. Je vous le dis juste demain. Donc, 3e degré de dépendance, ce serait un prince souverain, mais vassal d'un autre, officiellement. Donc, le premier ministre canadien, que j'appelle un vice-roi, est souverain dans le sens qu'il fait ses lois, qui régit sa monnaie, qui contrôle ses frontières. Mais officiellement, le premier ministre français est sous le gouverneur général et le gouverneur général représente la couronne britannique. Officiellement. Le premier ministre du Québec devient donc le 4e degré de dépendance, qui est donc on pourrait aussi argumenter, là, on pourrait même être un 5e lien de dépendance. Mais en tout cas, donc le 4e lien de dépendance, c'est le simple vassal. Donc la province du Québec, nous sommes des vassaux. Notre gouvernement est un vassal. Nos députés sont des shérifs qui représentent un vice-roi qui est une figure élue qui nous gouverne avec l'accord d'un représentant d'un autre roi. Donc, dans ce cas-ci. Ensuite de ça, il y a le liege vassal. Ça, c'est le 5e lien de dépendance. Ça, c'est dans le fond le vassal d'un lord, le vassal d'un duc, le vassal d'un baron. Et en dessous de ça, le 6e degré de dépendance, c'est le sujet naturel. Donc, le Canadien, le Québécois de base est un sujet naturel. Évidemment, le sujet peut être sous-divisé. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Le sujet peut être sous-divisé. Tu peux être un chevalier, tu peux être un noble, tu peux être un paysan / propriétaire terrien non chevalier, tu peux être un serf, tu peux être un indentured servant et tu peux être un esclave. Ça, c'est évidemment d'autres degrés de dépendance dont on va parler dans les prochains podcasts. On pourrait même argumenter que donc le gouverneur général au Canada, c'est le 3e degré de dépendance, donc il est l'équivalent d'un prince souverain. Le premier ministre du Canada serait donc 4e degré de dépendance, le vassal du gouverneur général, et le premier ministre du Québec serait le liege vassal du lieutenant-gouverneur. Mais ça, c'est de l'argumentation. C'est juste pour vous imager que la souveraineté, c'est pas blanc-noir. Et le degré de dépendance va te permettre ou non de faire certaines actions. Donc, parce qu'on est très bas dans les degrés de dépendance au Québec, il y a des choses qu'on peut pas faire, comme par exemple, proclamer notre souveraineté par un référendum, c'est la chose la plus stupide qu'on pourrait faire. C'est ridicule parler de ça, perdre son temps avec ça. Les gens ne comprennent pas, les péquistes ne comprennent pas, les caquistes ne comprennent pas, les libéraux ne comprennent pas, et même les autonomistes de DUM comprennent fuck all, mais évidemment, ça fait des codes d'écoute. Donc, on est rendu à la préface. Préface de Lord West. Il se vante, là, c'est une préface qui se vante. Il était là à tous les bons moments des années 60-70.
Il rappelle donc les fondations de cet empire remontent à la Charte Atlantique 41, le meeting secret Churchill avec Roosevelt sur les bords de Terre-Neuve. En 43, l'accord BR-USA, un traité formel qui a été rentré en fonction en 46, le 5 mars. Le nom du traité a été modifié en 46 quand il est rentré en fonction. Il l'a appelé UK-USA. C'est comme ça que c'est reconnu aujourd'hui. Après 46, de 46 à 55, cette nouvelle confédération a inclus 3 nouveaux yeux. Donc le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et donc, depuis 55, nous avons cette relation spéciale des Five Eyes. Des principautés souveraines sous protection de l'hégémon américain, sauf dans le cas du Royaume-Uni, jusqu'à l'époque des années 60-70. C'est à partir des années 60-70 que le Royaume-Uni a perdu sa souveraineté diplomatique militaire marine, de la marine. Donc, aujourd'hui, le Royaume-Uni cherche à ravoir sa force de projection maritime. Ils ont de la misère. Surtout avec leur déficit démographique immense et leurs problèmes internes, domestiques au niveau des musulmans. Pour construire des projets comme ça, confédération, fédération, normalement, tu as 2 manières possibles. Tu le fais par suprématie. Ça veut dire que tu as une république surpuissante qui va imposer son régime au reste des États, qui va rassembler en fédération, confédération, empire. L'exemple, le tsar russe, la France coloniale, l'Angleterre coloniale, ça c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre manière, c'est évidemment par des traités d'alliance qui vont de plus en plus faire des mélanges culturels, militaires, des mélanges industriels, des standardisations, donc on peut soit qu'on impose le consensus centralisé, soit qu'on le fait à cause d'un ennemi commun. Tu comprends? Soit qu'on est d'accord d'office parce qu'il y a une menace plus dangereuse que cet État impérial, qui est dans ce cas-ci les États-Unis. Qu'est-ce qui était plus dangereux que les États-Unis pour l'Angleterre, pour la France, pour les autres Five Eyes, pour les autres membres de l'OTAN? Au départ, le premier ennemi des Five Eyes, c'était les nazis. Donc, de 41 à 46, on se bat contre les nazis. Ensuite de ça, on recrute les nazis pour les ramener aux États-Unis. Et là, qui devient le nouvel ennemi? Ben, les Soviétiques, les marxistes. Donc, pendant des années 50 jusqu'à des années 90, pendant 4 décennies, c'est la grande guerre clandestine entre les partisans libéraux et les communistes, les soviets. Aujourd'hui, si tu demandes à Anthony R. Wells, c'est quoi les ennemis des Five Eyes, ça veut tout dire. Il va te dire les Russes, les Chinois, les États rogues, les États qui financent les attaques, le terrorisme, les narcotrafiquants et le crime organisé. Donc, ça, encore une fois, c'était la préface de Lord West. Là, on est rendu au CV de Anthony R. Wells. Donc, je vais vous lire juste le nombre
d'endroits où il a travaillé. Il a fait à peu près tous les postes possibles. Donc, il a été dans la Royal Navy, dans la US Navy. Il a fait les 2 marines. Donc, il a vu les 2 modèles britanniques versus américains. Il a participé, il a travaillé dans plusieurs agences de renseignement américaines. La CIA, Central Intelligence Agency, la NRO, qui était secrète jusque dans les années 70, la National Reconnaissance Office. Il a travaillé aussi à la National Geospatial Agency. Il a travaillé pour les renseignements de la marine américaine et de la marine britannique, notamment Office of Secretary of Defense, ça c'est au Pentagone aux États-Unis. Il a suivi aussi le cours Top Gun, comme le film. Il a travaillé aussi à la National Security Agency, NSA, National Maritime Intelligence Center. Il a tout fait. Donc, détail important, les renseignements qu'il dévoile dans son livre sont des renseignements open source. Donc, il y a très peu, il n'y a pas de perles cachées. D'une certaine manière, il y a beaucoup de journalistes qui ont déjà publié ces informations-là. Ce qui est intéressant, c'est 2 choses dans son livre. Premièrement, les détails opérationnels de certains événements. C'est mieux décrit qu'un journaliste pourrait le faire. Et deuxièmement, ses critiques contre les bureaucrates et les gens qui n'ont jamais rien fait dans la vie, les bobos urbains éduqués que j'appelle, c'est succulent. Chapitre 1. Les fondations UK-US, la Special Relationship. Donc, le meeting Churchill-Roosevelt, ça c'est dans le bateau, le HMS Prince de Galles, dans Placentia Bay, Terre-Neuve, en août 1941. Les Five Eyes sont des personnes de 5 nations unies dans un but commun. Critical for survival over the decades has been the exchange and integration of personnel in each nation's intelligence agencies, each nation's embassies, and in London, Washington, Ottawa, Canberra, Wellington. Each nation's embassy have a significant Five Eyes liaison with each other's intelligence affiliates from all the various intelligence agencies and departments. Donc, premier truc important à comprendre, c'est l'ennemi commun des Five Eyes. Donc, en premier, les nazis et ensuite de ça, les communistes. Aujourd'hui, les terroristes, les Russes, les Chinois. Deuxième chose, c'est construit sur l'intégration et l'échange de personnel, de ressources et de renseignements. Cette alliance-là, c'est donc une alliance d'information clandestine. Le meeting a eu lieu quelques temps avant Pearl Harbor. Donc les Five Eyes, c'est échange de renseignements, échange de personnel, échange de matériel. L'entente était secrète. L'entente UK-USA de 46 a été secrète de 46 à 74. Donc pendant plus de 2 décennies, nos gouvernements n'ont pas voulu rendre publique la situation réelle de nos démocraties. D'autres trucs ont été cachés pendant des décennies, notamment Bletchley Park, qui est le quartier général GCHQ, où ils ont décodé la machine Enigma et les données secrètes des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. L'entente Churchill-Roosevelt pour monitorer la communication des soviets de l'Union soviétique et les pays du pacte de Warsaw. Ça aussi, c'était tout secret. Cette entente-là, donc c'est la deuxième étape de standardisation des agences de renseignement Five Eyes contre les soviétiques. Ils ont appelé ça le programme Échelon. Il va falloir que je fasse un podcast juste là-dessus un jour. Le programme Échelon. C'est quoi le programme Échelon? Du renseignement Signal Intelligence qu'on appelle. Donc ça, c'est tout ce qui est électronique, ondes, qui est captable.
Electronic Intelligence, Human Intelligence, Satellite Imagerie, Imagerie satellite, renseignement géospatial. Donc le programme Échelon, c'était dans le fond centraliser plusieurs sources de renseignements différents pour y avoir accès à GCHQ. Aujourd'hui, en 1940, en août 1941, je répète, on a la charte atlantiste, accord BR-USC 17 mai 43. 17 mai 43, c'était à cette époque-là qu'on va en Angleterre et aux États-Unis, en plus du traité, on va commencer à construire des nouvelles institutions pour répondre à la mission de cette alliance clandestine, ce nouvel empire des Five Eyes. Donc, on a besoin, pour battre les nazis, de décoder leur communication secrète. Donc, en 1943, les Britanniques fondent la UK Code and Cipher School, l'ancêtre de GCHQ. C'est pour ça que j'en parle. Government Communication Headquarter. Donc, ça, c'est l'ancêtre. Et aux États-Unis, c'est le US War Department qui va être créé en parallèle à UK Code and Cipher School. Le 5 mars 1946, donc le traité BR-USC se transforme en UK-USC. C'est le traité secret en question. Traité de coopération entre la nouvelle création, après le département de la guerre aux États-Unis, la NSA, et GCHQ. Les deux vont interrelier toutes leurs fondations. Donc en 1946, l'union fondamentale de la Confédération américano-britannique, qui ensuite de ça s'est développée en Five Eyes, c'est ça, c'est l'acte fondateur. Cet échange de personnel, cette standardisation des procédures. 1948, le traité est étendu Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Ça devient Five Eyes au bout du processus en 1955. The Five Eyes began the task of collecting massive amount of government, private, and commercial communications across all frequencies and bandwidth, such as telephone calls, faxes, and later emails and other visual and data traffic. Whether via satellite transmission, telephone networks, and more sensitive means. Later technology firms such as Google, Apple, and Microsoft cooperated with the Five Eyes together with existing historic relationship with communication company. Donc, dès 1955, la mission des Five Eyes a été d'agglomérer toutes les informations commerciales, privées, gouvernementales, à travers toutes les fréquences, toutes les bandes passantes, comme les appels téléphoniques, les fax et plus tard les courriels et autres données transmises de manière satellite, réseau téléphone et d'autres moyens. Donc, dès la fondation des Five Eyes, le but était de surveiller tout ce qui se passe sur la grille énergétique / Internet, même avant qu'Internet existe. Donc, la UK Code and Cipher School puis la NSA ne sont pas les premières agences de renseignement de l'État profond. Il y en a d'autres, des plus intéressantes, comme dans les films. Donc, il y a le MI6 et le MI5 en Angleterre. Ces deux agences-là ont été créées en 1909. Beaucoup de détails intéressants dans le livre sur ces agences-là, si vous voulez en apprendre. Donc, le MI6, le MI5, c'est ce qu'on appelle en termes de géostratégie du Human Intelligence, du renseignement humain. Donc, on accumule des sources. D'autres agences qu'il y a au Royaume-Uni, la British Naval Intelligence, NID, fondée en 1912.
Le ministre de la Défense qu'il y a présentement en Angleterre a été fondé en 1964, après la Deuxième Guerre mondiale. En passant en Angleterre, défense, c'est avec un C. Et ensuite de ça, on a l'ancêtre du ministère de la Défense. Avant ça, donc de 1923 à 1964, en Angleterre, tu avais le British Chief of Staff Committee. Donc, pour comprendre comment la dynamique politique, renseignement politique, parti politique en Angleterre fonctionne, il faut comprendre que les décisions militaires se prennent au niveau du cabinet. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui a un poste dans le cabinet du premier ministre. Tu comprends? Donc, en 1936, on avait le ministre de la coordination de la défense. Ensuite de ça, gouvernement de Churchill. 1940, il institue le ministère de la Défense. Le gouvernement de Clement Attlee, en 1946, va voter l'acte du ministre de la Défense pour cimenter cette position-là. Et ce que cette nouvelle loi fait, c'est que elle change la nature des relations de pouvoir entre les différentes branches militaires britanniques. Donc, c'est quoi cette loi-là fait? Avant la loi, avant 1946, on a le premier lord de l'amirauté. Donc, ça, c'est le boss de la marine britannique qui siège en tant que lord dans le cabinet. Donc, même s'il n'est pas élu, il est dans le Parlement. Parce que c'est un régime mixte aristocratique en Angleterre, avec des gens élus et des gens qui ont des postes par leur titre. Après la loi de Clement Attlee, c'est le ministre de la Défense qui va siéger dans le cabinet du premier ministre. Et là, ça veut tout dire. Ça veut dire donc que le premier lord de l'amirauté, premièrement, va disparaître. Il va juste être lord de l'amirauté, le boss. Il va être sous, dans la chain of command, la chaîne de commandement, il va être sous le ministre de la Défense, à égalité avec le secrétaire d'État pour la guerre, à égalité avec le secrétaire de l'air, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est celui qui régit la Royal Air Force, Secretary of Air. Donc, de 1946 à 1964, on a donc le début d'une transition qui s'effectue dans l'appareil militaire britannique. On essaie de standardiser pour répondre à la menace soviétique. On va dire qu'on veut centraliser pour être plus efficace. Ça ne fonctionnera pas. On a donc 5 sources de renseignements, projections militaires, branches de prise de décision au sein de l'appareil militaire britannique. L'amirauté, le bureau de la guerre, War Office, qui représente l'armée, le ministère de l'air, Royal Air Force, le ministère de l'aviation, qui eux autres s'occupent plus de logistique, et le ministère de la Défense. Ultimement, la position First Lord de l'amirauté va être abolie. Et donc, cette première transition-là, vu qu'elle ne fonctionnera pas, ils vont encore plus centraliser et ça va aller de mal en pis, de génération en génération. Au niveau américain, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Durant début de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale.
On a le US National Security Act de 1947 qui va fonder la CIA. On a des amendements en 49 qui vont créer le bureau du secrétaire de la Défense et le poste du Deputy Secretary of Defense qui est en dessous du secrétaire de Défense. Le secrétaire de la Marine va devenir le subalterne du secrétaire de la Défense. On va créer la US Air Force qui va se scinder de l'armée américaine. Le secrétaire de la Défense va siéger sur une nouvelle échelle bureaucratique, donc le National Security Council, où va être centralisé le renseignement pour être utilisé par le président et l'appareil exécutif américain. Le secrétaire de la Marine, jusqu'en 1949, va être membre du cabinet du président. Quand ça va se transformer en National Security Council, le secrétaire de la Marine perd son poste au cabinet et dans ce conseil de sécurité nationale. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, dans les deux cas, au niveau britannique, au niveau américain, on va avoir une perte de rang, une perte très grande au niveau du boss de la marine. Mais ça va être pire au niveau américain au début, puis ça va être pire au niveau anglais après, avec d'autres séries de mesures, vous allez voir plus tard. Donc, en plus du National Security Council, en plus de la CIA, on va créer un nouveau directeur, le Director of Central Intelligence, DCI, ça c'est en 2005. On va créer aussi... Et ça, depuis 2005, le directeur du Central Intelligence, DCI, a perdu son rôle. On a créé un nouveau poste, le Director of National Intelligence, DNI. Donc, le DCI aux États-Unis vaut presque plus rien. C'est vraiment DNI, le nouveau boss, qui, lui, est membre du Conseil de sécurité nationale et National Security Council. Donc, c'est intéressant de voir cette série de refondations bureaucratiques qui, en général, le but, c'est de simplifier, mais le résultat est de rajouter des structures. Donc, revenons à Anthony R. Wells. Le gars, il a commencé comme élève officier, donc il était lieutenant, c'est un petit jeune, là, il étudie l'histoire de la guerre à l'université. Et là, il se fait groomer. Il se fait groomer par son appointeur, qu'on appelle. C'est lui qui lui donne ses postes dans la marine britannique. C'est comme un peu ton agent. Ouais, ils ont des agents un peu, comme ça que ça fonctionne. Et là, il est groomé parce qu'il découvre que ses boss découvrent qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel et au niveau opérationnel et au niveau académique. Il est capable de transmettre des informations, il est capable d'écrire des papiers. Il va devenir aussi plus tard professeur. Donc, on va le groomer, on va lui permettre de rentrer dans le secret des Five Eyes. Il va découvrir les opérations secrètes qui sont derrière l'époque de la fondation des Five Eyes qu'on voit aujourd'hui. Donc, il a eu accès à des rapports secrets confidentiels. Il a présenté ça comme professeur et comme auteur dans ce livre-là. Donc, c'est quoi cette histoire secrète? Donc, en même temps qu'on fait des traités pour standardiser institutionnellement les espions des Five Eyes, ces espions-là travaillent donc sur la machine Enigma des nazis. Donc, c'est à travers ces opérations-là contre les nazis que on va avoir cette relation spéciale. Donc, on appelle ça la machine Enigma,
les données ultra, ça c'est la période Deuxième Guerre mondiale. Il y avait 25 ans quand il a eu accès à ça, Anthony R. Wells. Donc on a transformé cette alliance de renseignement contre les nazis en confédération techno-monopolistique, un régime technocratique. Des années 60-70, il va y avoir le développement de capacités clandestines et covert, qu'on appelle, là, des capacités d'espionnage, contre-espionnage, pour répondre aux défis soviétiques. Et on va donc renforcer les liens entre les différentes nations des Five Eyes, mais à une exception près. Les marines vont rester autonomes. Donc, il va y avoir deux régimes différents au niveau des agences de renseignement dans les Five Eyes. Premièrement, tu as le régime normal, où tout est centralisé vers GCHQ. Donc, tout ce qui est CIA, FBI, Justice, ministère de la Justice, tout ça va être centralisé. Tandis qu'au niveau des marines, des Five Eyes, tout va être autonome et décentralisé. Ça veut dire que la collecte de la marine britannique, la collecte d'informations de la marine américaine, la collecte d'informations de la marine canadienne, néo-zélandaise, australienne, les collectes d'informations sont autonomes. Les opérations sont négociées de marine à marine. Ça veut dire que si on a une opération jointe, c'est négocié entre des amiraux entre eux. C'est pas les politiciens et les espions de la CIA ou du Pentagone qui gèrent ça. Ça, c'est très intéressant. Ce bouclier-là, cette séparation-là, a rendu possible le fait que nos marines respectives ne sont pas sombrées dans l'idéologie. Les premières. Aujourd'hui, en 2020, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a eu un pare-feu qui a été fait à travers ce mode de gouvernance-là interne. Ensuite de ça, les années 60-70, on a rajouté des nouvelles agences. On est rendu quelque chose comme 13 agences aux États-Unis aujourd'hui. De 61 à 92, personne ou presque connaissait l'existence de la National Reconnaissance Office aux États-Unis. Donc, c'est encore plus tard que je pensais. J'avais dit 70 années plus tôt dans le podcast. C'est en 92 que ça a été reconnu officiellement. Donc, qu'est-ce que la NRO fait aux États-Unis? Ça, c'est l'exploitation de tous les renseignements obtenus par des objets dans l'espace. Donc, les satellites, les bases, les fusées, whatever. Là. Donc, un petit détail intéressant au niveau de la machine Enigma qui est mentionnée par Anthony R. Wells. Je ne sais pas si j'ai passé par-dessus dans mes notes. Ah non, c'est ça, j'en parle plus loin. Je pense que j'en parle plus loin. J'en parle plus loin. Non, j'en parle pas. Donc, la vraie histoire pour capturer les machines, les données des nazis, c'est plutôt l'histoire du radar et la mission secrète clandestine de Bruneval. Donc, on a eu des parachutistes qui sont arrivés. Ah, c'est ça, je suis rendu là. Ouais, c'est ça, des parachutistes qui ont été parachutés durant la nuit. Attaque coordonnée sur le site du radar nazi. Extraction des parachutistes sur la plage française. C'est ça? Ouais, française. Et
Donc, on a réussi à capturer les parts, là, les trucs importants du radar, les parties importantes du radar, ainsi qu'ils ont réussi à capturer un technicien de radar allemand. Donc ça, c'est l'opération Bitting, qui a été un succès critique 27 février, 28 février 1942. Donc ça, c'est un exemple d'opération qui a été un succès pour l'Alliance Five Eyes. Parce que tu avais le Major Frost de la C Company, second bataillon américain, et des Britanniques, des soldats britanniques de la First Airborne Division. Donc, on a eu partenariat américain-britannique en 1942 pour rentrer en possession de pièces techniques de radar nazis. Ensuite de ça, avec ce technicien-là, on va commencer à exploiter des données. C'est de trouver, décrypter les codes nazis. Plus tard, on va rentrer en possession de la machine Enigma. Avec tout ça, la gang à Turing et de la NSA, GCHQ, vont réussir à percer les codes allemands nazis. Et ça va les aider de bien des manières. Mais, malheureusement, l'Alliance Five Eyes, ils n'ont pas toujours eu des succès critiques comme ça. Donc, en même temps que des succès critiques comme ça, on a des échecs critiques, comme l'opération Market Garden, qu'on voit dans Frères d'armes. J'ai mis un extrait dans le montage au début du podcast. Ça, c'est à l'automne 1944. Même Major, donc le Major Frost, qui est devenu lieutenant-colonel à l'époque, va encore une fois monter cette opération-là, mais malheureusement, on a une faillite totale du renseignement des Britanniques et des Américains. On n'a pas on n'a pas une bonne description des forces en place des nazis. On n'a pas de communication à travers les groupes qui sont mobilisés, les parachutistes, les tanks. Et c'est un échec total. Le but de la mission Opération Market Garden était de se rendre directement en Allemagne par les Pays-Bas. Donc, si vous voulez voir cet échec-là, écoutez le film A Bridge Too Far. Un pont trop loin. Donc, ils se sont pas rendus d'à peu près 1 ou 2 ponts. Ils ont mal prévu les embûches que les tanks auraient dû à faire face. Donc, il y a eu une perte de temps incommensurable pour plusieurs divisions qui étaient censées venir en backup aux parachutistes, ce qui a fait qu'il y a eu des gangs, des compagnies entières de parachutistes qui ont été encerclés, détruits au bout de quelques jours, abandonnés. Donc, pour éviter les futures erreurs, à cause de ce genre d'opération-là en 1944, c'est pour ça qu'ils ont centralisé, ils voulaient centraliser les agences de renseignement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est rendu au chapitre 2 en passant. Chapitre 2, et ce que ça veut dire, chapitre 2, c'est la fin de la section gratuite pour voir le reste du podcast. Très important de venir vous abonner sur mon site web, sur YouTube. Sur YouTube, c'est ici, se joindre. Le bouton est en train de flasher à l'écran. Oui, vous abonner aussi en payant par Gifts & Go, en vous abonnant sur Substack, yanrojdi.substack.com. Vous abonnez sur mon site web, yanrojdi.com. Vous pouvez aussi aller sur m'envoyer ça par Interact, par Bitcoin. Tous les liens sont dans le bas de la description du vidéo. Donc, continuons. Cette semaine, merci beaucoup, cher Patricien. Bonne fin de journée.